Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Pod Cyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va encore parler du Tour de France, bien évidemment. Je vous propose d'abord qu'on débriefe les trois dernières étapes, donc l'étape de Bordeaux, celle de Bergerac et enfin celle d'Ussel qui s'est terminée aujourd'hui. Et ensuite on parlera des deux étapes à venir, donc l'étape du Lioran qui sera mardi prochain et l'étape qui arrivera à Nevers mercredi prochain. Donc tout d'abord, si on parle des étapes qui se sont déjà déroulées, ça va aller assez vite sur les 2 étapes de sprint, on va pas se mentir. Donc il y a une étape qui est arrivée à Bordeaux, sprint limpide. On n'avait que des 2 échappées à l'avant, donc c'était pas très compliqué pour les sprinteurs de contrôler. On a donc eu, cette victoire de Tim Merlier, bien évidemment, qui est franchement le meilleur sprinter du monde, il y a rien à dire, au sprint. Mais il y avait une échappée avant avec 2 coureurs, donc qui étaient Baptiste Weistrofer et puis, Jakob Otruba de la Cara Rural qui ont un peu animé cette étape-ci, parce que c'est vrai que sinon ça aurait été vraiment compliqué. On se serait beaucoup ennuyé pendant cette étape-ci. Ils se sont joués quand même le sprint intermédiaire, ils se sont joués les 4 points au sommet de le point pardon, au sommet du quatrième catégorie, donc c'était assez intéressant à suivre. On a eu quand même quelques tentatives de relance derrière de certaines équipes. Je pense notamment à la Uno X qui essaie d'attaquer à certains moments. Et bien là on a pris parce que ça a un peu déstabilisé le peloton. Et sinon, ça aurait été une étape, d'un ennui assez terrible. Mais bon, ces différentes attaques ont un peu, relevé, cette journée de vélo qui était sinon un peu longue. Donc une victoire au sprint de Tim Merlier, qui était pourtant pas super bien placé, mais c'était le plus fort, très clairement. Deuxième, Søren Warrenskjöld. Donc ça, c'est une super nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut attaquer, comme l'ont fait les Uno X à plusieurs reprises sur cette étape-ci, et pourtant finir deuxième au sprint. Donc voilà, ça c'est un comportement qui peut inciter d'autres équipes à attaquer, donc c'est très cool. Binyam Girmay troisième, Max Canter 4 et Philipsen 5. Philipsen qui était pourtant parfaitement lancé par Mathieu Van Der Poel, un petit peu loin, à 250 mètres on va dire, mais voilà, seulement cinquième Philipsen sur cette étape-ci. Autre résultat notable, Dorian Godon fait 8, donc ça c'est cool pour les Français. Hub Hartz fait septième. Sacré Hubert qui remet ça sur le sprint. Et Mats Pedersen fait neuvième. Neuvième, c'est important quand même pour le classement par points. Mais très clairement, ce qu'on a appris de cette étape-ci, c'était que Tim Merlier remportait sa première victoire, qu'il était très clairement le plus rapide sur un sprint massif. Ça montrait quand même que Binyam était pas trop mal. euh, et ça montrait que Pedersen commençait à avoir un peu des difficultés, hein. Il a fait énormément d'efforts sur les étapes précédentes, Mats Pedersen, et là sur celle-ci, c'était vraiment, je pense qu'il était déjà il est plus aussi rapide, aussi véloce parce qu'il a développé d'autres qualités, mais en plus là je pense qu'il y a un facteur fatigue qui s'est rajouté sur cette étape-ci, qui fait que Mats Pedersen donc ne fait que 9e de ce sprint aussi. Heu, voilà pour cette étape et donc vraiment le grand enseignement, c'est il n'y avait pas trop d'échappées, les Uno X ont essayé d'attaquer à certains moments, c'était très bien vu de leur part et ça leur empêche pas de faire une deuxième place, donc on pense à toutes les équipes qui n'osent pas grand-chose. Essayez, ça coûte pas grand-chose et c'est pas pour autant que vous pourrez pas bien placer votre sprinter, dans les derniers kilomètres. Étape numéro 8, étape qui arrivait à Bergerac depuis Périgueux, on s'attendait à un sprint. Certains coureurs en avaient décidé autrement. Là, cette fois-ci, il y a eu un petit peu plus de bataille pour aller chercher l'échappée. On avait notamment vu Casper Asgreen qui était marqué à la culotte par les Alpecin et puis par les Soudal Quick-Step. Parce qu'on sait que Casper Asgreen, c'est un coureur dangereux. Il avait mis le casque aéro, les couvre-chaussures. Donc ça, les autres équipes l'ont vu directement et se sont dit: «Il a pas le droit de sortir» et malheureusement, c'était le cas. On a une échappée finalement qui s'est dessinée avec 3 coureurs, Liam Slock dont on parlera juste après, encore Yakubo Trouba de la Cara Rural, donc ça c'est cool de leur part. La Cara Rural, ils y font honneur à leur invitation, donc c'est très bien et aussi un coureur de la Total Energy, en la présence de Thibaut Guernalec et donc on a eu un début d'étape, moi, qui m'a un peu, embêté, je dirais. Parce qu'on avait des équipes de sprinters qui étaient vraiment en mode tryhard avec une liste de coureurs à pas faire sortir. On a vu que Westrofer était marqué un petit peu, mais pas trop. On avait vu ces déclats dans les médias où il disait il y a certaines équipes qui sont pas contentes que je parte en échappée sur les étapes de plat. Donc ça, c'est quand même assez fou. Finalement, ils font ce qu'ils veulent. Là, ils ont fait encore un super coup avec Liam Slock qui est à l'avant du côté de la Lotto Intermarché, Intermarché Lotto plutôt. Donc c'était bien vu. Mais on a vu donc, moi j'étais choqué. Il y avait des images où on voyait Casper Asgreen. Il avait 4 Alpecin de Koenig qui l'entouraient. Genre le gars était, bloqué avec 4 chiens de garde autour de lui qui voulaient pas le laisser sortir. Heu, apparemment Jonas Abrahamsen, c'était à peu près le même combat, toujours marqué par des équipiers soit de Tim Merlier, soit de Jasper Philipsen. Donc ça montre que les équipes de sprinters cadenassent énormément maintenant les étapes de plat.
On laisse plus sortir les coureurs un peu dangereux, on laisse plus sortir plus de 3 gars et on leur laisse pas plus de 2 minutes. Je crois que l'échappée n'est jamais allée au-delà de 2 minutes d'avance. Donc ça montre vraiment la nouvelle façon de faire sur ces étapes de plat, qui franchement n'incite pas trop au spectacle, hein. On comprend quand il y a des échappées qui prennent pas plus de 2 minutes que c'est un peu difficile de dire on va envoyer nos gars à l'avant toute la journée pour qu'ils aient jamais plus de 2 minutes. Mais je pense qu'il y a moyen de faire douter les équipes de sprinters parce que ça a été le cas, hein, tout simplement sur cette étape de Bergerac, avec Liam Stock qui a été repris à 1,3 km du but. Alors certes, s'il y avait plus de coureurs à l'avant, peut-être que l'écart aurait été mieux maîtrisé par le peloton, parce qu'il y aurait plus d'équipes qui auraient roulé, ils auraient été plus attentifs. Là, quand même, Liam Stock, on peut pas dire qu'il était très proche de faire l'exploit, parce qu'il y avait quand même un dernier kilomètre à aller chercher, et je pense qu'il lui manquait bien 20 secondes à la flamme rouge supplémentaire pour le faire. On a vu qu'il était complètement carbonisé. Euh, mais en tout cas, il a fait un peu peur aux équipes de sprinters, et ça, encore une fois, c'est un bon signal pour les autres coureurs qui souhaiteraient s'échapper sur des étapes un peu dédiées aux sprinters. Il y a moyen de les faire douter, et c'est ce que la Lock et la Lotto Intermarché plus globalement a fait ressentir dans cette étape-ci. Et franchement, chapeau parce que on se serait beaucoup ennuyé sur cette étape-ci, mais j'avoue que moi, les 10 derniers kilomètres, je regardais vraiment avec attention parce qu'on se disait, est-ce qu'ils vont aller au bout ou pas? Finalement, est-ce qu'il allait, pardon, parce qu'il était seul. Finalement, il n'est pas allé au bout, on le sait, mais c'était une belle tentative. Et donc, on a eu un sprint un peu décousu puisqu'il y avait des virages dans les derniers kilomètres avec un Mathieu Van Der Poel qui a lancé vraiment parfaitement Philipsen. Il n'y avait rien à dire, cette fois-ci, il le lance vraiment à 200 mètres. Sauf qu'on a deux coureurs qui sont revenus de derrière avec une vitesse phénoménale. C'était Tim Merlier et Binyam Girmay. Il faut aussi souligner le beau sprint, hein, de Binyam Girmay. Tout le monde parle de Tim Merlier, mais Binyam Girmay est arrivé très vite. Alors, je sais pas si c'est les deux qui étaient vraiment au-dessus de la mêlée ou s'ils ont bénéficié d'une certaine manière de beaucoup d'aspiration pour revenir, mais la vitesse avec laquelle ils ont déposé les autres, c'était fou. Alors qu'un Philipsen qui était parfaitement emmené restait planté sur le bitume. Et donc, le résultat final, c'est Tim Merlier premier, Guillaume Guermeil deuxième, Olaf Koy 3, Jasper Philipsen 4, et côté français, Clément Russo a fait une huitième place, alors que Mats Pedersen ne fait que 12e sur cette étape-là. Et c'était une étape aussi franchement intéressante parce qu'elle a un peu rebattu les cartes au classement par points. Parce qu'après cette étape-ci, au classement du maillot vert, on avait Pedersen en tête avec 228 points, 15 points derrière lui Tim Merlier, 25 points derrière Pedersen, Binyam Girmay, et un peu plus loin, bon là ça commence à faire beaucoup, 53 points derrière Jasper Philipsen, 56 points derrière Max Kanter. Donc, mais potentiellement, après cette étape-ci, on avait encore, allez, on va dire 4 coureurs dans la liste pour aller chercher le maillot vert. Mats Pedersen, Tim Merlier, Binyam Girmay et Jasper Stuyven. On en parle juste après quand on fait le débrief du classement, enfin on fait le débrief pardon, de la première semaine. Enfin, étape numéro 9, étape entre Malmort et Ussel. On en attendait beaucoup. Moi, j'en avais parlé en preview, c'était peut-être l'étape la plus intéressante de la semaine. En tout cas, c'est l'étape où il y a eu le plus de bagarres, on peut pas dire le contraire. Étape qui a été raccourcie de 30 km au départ, puisqu'on avait une alerte vigilance rouge canicule sur la Corrèze. Et les organisateurs ont préféré ménager un petit peu les coureurs en leur enlevant 30 km, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, parce que c'est vrai qu'il faisait extrêmement chaud sur ces routes-là. Et on a eu tout simplement une énorme bataille sur cette étape-ci pour aller chercher une échappée. Et l'échappée qui s'est formée, il y avait que des mecs très très forts dedans. Et franchement, ça fait flipper sur le niveau de ce Tour de France, de se dire, waouh, pour scorer, il faut vraiment être très, très chaud. On a eu un groupe qui est sorti à un moment, ils étaient une petite dizaine. Il y avait Mathieu Van Der Poel, bien évidemment, Tobias Allan Johannessen, Tom Pidcock, Alex Baudin. C'est les quatre qui ont fini seuls devant. Et puis ensuite, il y avait quelques coureurs à côté. Je pense notamment à Ewan Kostiou qui était là avec Clément Bras Afonso. On avait surtout des coureurs de la Lidl Trek en la présence de Derek G, Quinn Simmons. Il me semble qu'on avait aussi Lennart Van Edvelt. On avait deux Movistar, peut-être. Il y avait Pablo Castrillo, si je dis pas de bêtises. Donc c'était un très beau groupe avec des coureurs vraiment solides qui étaient partis à l'avant. Et à un moment, ce groupe s'est disloqué sur une attaque de Van Der Poel dans la dernière côte. Et il y a quatre coureurs qui sont partis à l'avant, Mathieu, donc Tobias Allan Johannessen, Tom Pidcock et Alex Baudin. Donc c'est super que Alex Baudin ait réussi à faire le jump là-dessus. À noter quand même que l'échappée n'a jamais eu. Déjà, elle a eu beaucoup de mal à sortir parce que tout le monde voulait être à l'avant. Ensuite, on a eu un groupe très solide qui s'est échappé. Il y avait plus que 30-40 coureurs dans le peloton. Et j'ai pas vraiment la réponse pourquoi ça s'est fait, mais la UAE a roulé très fort derrière l'échappée. On sait que dans cette échappée, il y avait Pidcock et Allan Johannessen qui étaient tous les deux à 9 minutes au classement général.
Alors certes, on veut pas les laisser revenir dans le match, on aurait pu leur laisser plus d'une minute d'avance quand même dans l'échappée. Est-ce qu'on voulait aller chercher la victoire d'étape? On n'avait pas vraiment le profil pour, donc j'ai pas trop compris pourquoi la UAE avait roulé si fort derrière l'échappée. Et à un moment, ils ont été rejoints. Ils ont été rejoints tout d'abord par l'équipe Ineos, parce qu'il y avait encore dans ce groupe-là 3 coureurs de la Ineos, Tobias Foss, Kevin Vauquelin, mais surtout Filippo Ganna, dont on attendait beaucoup sur ce sprint-ci. Et ils avaient raison, parce que Filippo Ganna a réglé le peloton au sprint, donc c'était une très belle carte. Ils sont venus rouler les Ineos, mais un peu trop tard, et finalement, ça n'a pas pu le faire. On a vu qu'ils se sont fait relayer un moment par les Lidl Trek, parce que Mats Pedersen s'est battu comme un beau diable. Franchement, il fait tellement d'efforts, Mats Pedersen. C'est fou. Mats Pedersen était encore dans le groupe C, et finalement, donc au début, il y avait seulement ceux qui étaient dans le groupe avec Mats Pedersen qui ont pu rouler, euh, c'est-à-dire Verona, je crois. Je sais plus qui d'autre était là pour la Lidl Trek. Et il y a Mathias Vacek était déjà lâché à ce moment-là. Et ensuite, Quinn Simmons et Derek G se sont laissés décrocher de l'échappée. De toute façon, ils étaient plus dans le Mont Quatuor et ils sont venus rouler à fond pour Petersen, ça n'a pas suffi. Ah oui, et dans l'échappée, on avait aussi Lennart Van Evel par moment. Mais voilà, finalement, la victoire revient aux hommes de tête qui étaient extrêmement forts. Je sais pas si on se rend compte de la force du quatuor de tête. Van Der Poel, Tobias Allan Johannessen, Tom Pidcock, Alex Baudin. C'est quatre vraiment énormes coursiers et ça montre vraiment la force de l'échappée. Et pourtant, ils ont failli pas gagner. Là, c'était une étape de transition et le niveau sur ce Tour de France est abusé, beaucoup trop haut. Et même un quatuor comme ça est à deux doigts de se faire manger par le peloton. Et finalement, c'est Mathieu Van Der Poel qui règle assez facilement le sprint du groupe de 4. On attendait un beau duel avec Tom Pidcock, mais finalement, c'était plutôt Tobias Allan Johannessen qui était en forme, qui avait une bonne pointe de vitesse. Alex Baudin n'a rien pu faire. Désolé Alex, mais là, c'était vraiment trop compliqué pour toi. Et derrière, le peloton donc, est réglé par Filippo Ganna devant Mats Pedersen et Michael Matthews. À noter, côté français, qu'on a encore deux autres top 10, Nicolas Brouillard et Jordan Jegat pour la Total Energy, qui vont respectivement 8 et 9. Donc chapeau à eux. Mais quand même, cette étape-ci confirme un peu le sentiment que j'avais depuis le début du Tour de France, c'est qu'il n'y a pas de place pour les petits coureurs, il n'y a pas de place pour les petites équipes. C'est pas forcément une critique, c'est un constat. Je vous propose qu'on regarde un peu quels sont les résultats sur ce Tour de France en regardant concrètement qui a gagné. Donc la première étape, la Visma Lease the Bike sur le chrono par équipe, implacable avec Vingegaard, rien à dire. Deuxième étape, Isaac Del Toro. Troisième étape, Tadej Pogacar. Quatrième, Mats Pedersen. Euh, sur les étapes gagnées par UAE, UAE a contrôlé toute la journée. Impossible de faire quoi que ce soit. Sur l'étape de Carcassonne-Foix, remportée par Mats Pedersen, et bah la Lidl Trek a fait la loi dans l'échappée. Ils étaient insubmersibles. Ensuite, le lendemain, victoire à Pau au sprint d'Olaf Koy. C'est peut-être la plus petite victoire de la semaine, alors que c'est quand même un top sprinter mondial, hein, Olaf Koy. Ensuite, le lendemain, à Gavarnie-Gèdre, à nouveau Pogacar qui s'impose en ayant écrasé la course. Les deux sprints suivants, Tim Merlier, qui est juste le meilleur sprinter du peloton, qui gagne deux fois. Et là, aujourd'hui, sur l'étape de transition à Ussel, Mathieu Van Der Poel. D'ailleurs, Van Der Poel, je me demandais quel serait le sens de son Tour de France après son raté sur Barcelone. Il n'y avait pas beaucoup d'étapes qui lui convenaient. Il fallait absolument qu'il gagne à Ussel, il l'a fait. Donc bravo, parce qu'il avait une pancarte énorme, mais il avait quand même les ressources pour aller la chercher, donc bravo à Mathieu. Mais sinon, c'est que des top coureurs qui se sont imposés sur ce Tour de France. Et franchement, quand je vois le reste, il n'y a pas beaucoup d'étapes où un mec un peu moyen pour aller chercher cette victoire d'étape. Ça sera vraiment que pour les très très gros. Et c'est très difficile d'exister quand on est une petite formation avec des coureurs qui sont moins bien payés que le reste. C'est un peu flippant pour la suite quand même, mais on verra ce que ça donne. La semaine prochaine, il y a peut-être certaines étapes qui peuvent aller être gagnées par des gars un peu moins forts. Je pense notamment à l'étape qui arrive à Belfort. Sinon, pourquoi pas l'étape de Voiron la semaine d'après, mais il n'y en aura pas beaucoup qui seront disponibles pour des coureurs hors top 20, on va dire. Parce que là, tous ceux qui ont gagné, ils font partie des 20 meilleurs coureurs du monde, très largement. Et à chaque fois, ils sont dans des formations qui sont ultra dominantes. Il y a juste l'exception Olaf Koy, parce que, quoi qu'on en dise, la Decathlon CMA CGM, même si elle est très riche, c'est pas une équipe archi dominante sur ce Tour de France, mais sinon, c'est vraiment compliqué pour les autres équipes d'exister dans ce Tour de France. Je suis content quand même de ce qu'a fait la Uno X. Moi, je trouve que c'est l'équipe qui a fait le plus de bien là, ce Tour de France. Ils ont beaucoup attaqué, ils ont fait pas mal de choses, même si Tobias Saland de Johannessen
à dégringoler au classement général. Ils ont beaucoup osé, ils ont fait des beaux résultats avec des coureurs qui sont pourtant pas payés une blinde. Ça fait plaisir. Je suis content aussi de la Loto Intermarché, Intermarché Loto plutôt, pardon. Ils ont perdu leur leader et pourtant on les voit tous les jours, ils tentent des coups. Là encore une fois, Lennart van Etvelt était dans la partie. Lennart van Etvelt, c'est pas n'importe qui, hein, qu'on soit bien d'accord, mais quand même. Sinon, les étapes précédentes, on avait toujours Baptiste Weistrofer qui était à l'avant. Liam Slock a fait une super course sur l'étape de Bergerac. Mais voilà, sinon c'est compliqué d'exister quand on est une petite formation sur ce Tour de France. Je vous propose qu'on passe quand même à un bilan des différents classements après cette première semaine. Je ne vais pas revenir sur le classement général, parce qu'on en a déjà parlé après l'étape de Gavarnie-Gèdre. Pogacar loin devant, Vingegaard deuxième plutôt bien installé. Ensuite, on a un gros groupe qui va d'Isaac Del Toro en passant par Evenepoel, Ayuso, Sexas, Lipovic, Martinez qui sont à peu près dans le même temps. Skelmose aussi s'accroche à ce groupe-là. Et maintenant dixième, Egan Bernal qui a 9 minutes 12. Tobias Allan Duhanesen a 9 minutes 30. Et dans ce classement général a disparu l'ami Mathias Vacek, mais on s'y attendait. Donc voilà, on a un top 10 franchement très établi. Je pense qu'il y a juste Tobias Allan Duhanesen pour l'instant qui peut prétendre y entrer à un moment. Les autres sont vraiment loin. Tom Pidcock, je pense qu'il va plutôt jouer les étapes comme on l'a vu aujourd'hui à Ussel. Et ensuite, ceux derrière sont un peu trop loin, je pense, à mon goût. Donc c'est un top 10 très solide. Au niveau du classement du meilleur jeune, ça n'a pas bougé non plus, toujours Isaac Del Toro. Au classement de la montagne, bah, il y a eu quelques points qui ont été attribués aujourd'hui, mais c'était tellement dur sur cette étape du sel que par exemple, un Alex Baudin, qui est quatrième au classement du meilleur grimpeur, n'a pas marqué de points. Parce que c'était trop dur d'aller les chercher et qu'il a préféré se concentrer sur cette victoire d'étape plutôt que d'aller chercher les points du meilleur grimpeur. Donc pour l'instant, c'est toujours Vingegaard, Pogacar qui est, porte- qui est vainqueur de ce classement-ci. C'est Vingegaard qui porte le maillot parce qu'il est deuxième. Lenny Martinez est troisième, et il a 12 points de retard sur Pogacar, mais il n'aura pas trop de latitude pour le jouer. Et ensuite, c'est Valentin Paré-Peintre et Alex Baudin qui tiennent la corde avec 13 et 12 points. Et on verra, la vraie montagne arrive la semaine prochaine, on va pas s'embêter avec ça. Les classements vont vite évoluer, mais pour l'instant donc toujours avantage Pogacar. Et du côté du classement du maillot vert, Mats Pedersen a repris un peu d'air sur cette étape du sel. Il faut dire les efforts colossaux pardon qu'il a fait quand même pour aller chercher des points. 25 points en sprint intermédiaire, 15 points à l'arrivée, donc il marque 40 points aujourd'hui. Par exemple, un Biniam Girmay en a marqué 20, tout de même, Philipsen 16. Par contre, Tim Merlier, évidemment, en a marqué 0. Donc pour l'instant, Mats Pedersen a 268, Biniam Girmay 223. C'est-à-dire que Girmay, pour l'instant, a 45 points de retard sur Pedersen. Et sachant que Girmay peut aller jouer les sprints intermédiaires ou Pedersen peut aller les jouer, pas de partout, mais souvent, et qu'il est meilleur sur les sprints massifs, franchement, ça joue. Ça joue vraiment pour aller chercher ce maillot vert. Tim Merlier, lui, est à 213, donc c'est-à-dire qu'il est 55 points derrière Pedersen, mais on a vu qu'on a une arrivée sur un sprint massif, c'est 70 points en vainqueur. Ça peut changer assez vite. Philipsen 191, ça commence à faire un peu loin, et je vais maintenant enlever de la liste complètement Max Kanter et Olaf Koy qui sont, je pense, trop loin, et surtout qui n'auront pas la possibilité d'aller jouer les sprints intermédiaires aussi bien que les autres. Donc je pense qu'on peut déjà les écarter de cette bataille. Mais en tout cas, bah, ça promet, franchement ça promet. On va avoir une grosse bataille pour ce classement du maillot vert. Mats Pedersen est le favori. Il est coté à 1,60 pour l'instant. William Girmay à 4, Tim Merlier à 4 et Philipsen à 18 parce qu'on sent quand même que Philipsen, déjà il est quatrième au classement actuellement et il tire un peu la langue quand même, hein, Philipsen. Donc, en fait, on a du mal à le voir gagner un sprint massif alors que les autres, Girmay et Merlier, peuvent le faire. Et quand même, énorme débauche d'énergie pour Mats Pedersen sur cette première semaine. Moi, je l'adore, hein. Franchement, ce qu'il a fait encore sur l'étape du ciel, c'était complètement fou. Mais je sais pas combien de temps il va tenir. On sait que c'est un énorme moteur, mais attention à ne pas être en surchauffe à la fin du Tour de France. Et enfin, non, j'ai déjà parlé des autres classements, pardon. Donc vraiment le maillot vert qui va nous tenir en haleine la semaine prochaine, parce qu'il y a pas mal d'étapes qui seront décisives pour ce maillot vert. Voilà, je vous propose qu'on passe directement aux étapes 10 et 11. Donc l'étape 10, à ne pas manquer, hein. L'étape du Luran, qui part d'Aurillac, 3800 mètres de dénivelé positif en 166 km, en passant que par des massifs intermédiaires, c'est-à-dire que ça monte, ça descend tout le temps. C'est une vraie classique, tout simplement. Et il y a quelques points à aller chercher à la montagne aussi, mais je pense que c'est très clairement une étape pour les favoris au classement général. Parce que dans les 50 premiers kilomètres, il n'y a pas vraiment de dénivelé, et donc tout se concentre dans la fin, ça n'arrête pas de monter, de descendre.
C'est l'étape du sel, mais en 3 fois plus dur. Et là, franchement, il y a que des grimpeurs qui vont pouvoir briller sur cette étape-ci. On a quand même un sprint intermédiaire qui est situé au bout de 25 kilomètres, donc je pense qu'il y aura pas d'échappée pendant les 25 premiers kilomètres. Il y aura une grosse bataille entre les sprinteurs pour aller chercher ce sprint intermédiaire. Et ensuite, il restera 30 bornes, même allez, 40 bornes avant la première côte, où là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Peut-être qu'une échappée peut sortir, mais ça sera une échappée plutôt de rouleurs, et les grimpeurs pourront pas sortir, je sais pas. Mais sinon, ensuite, on arrive avec un troisième catégorie, la côte de Palais Rolls, 3 kilomètres à 7%. Bon, bah là, clairement, des grimpeurs vont sortir à ce moment-là, et ensuite, ça n'arrêtera pas de monter et descendre. Donc, on peut avoir une belle échappée qui se forme, mais malgré tout, je pense que cette étape-ci, elle est pour le peloton, parce que je vois pas comment la UAE va laisser filer cette opportunité. Donc je le disais, un col de troisième catégorie. Ensuite, à un moment, il y a le col pardon, de la Griffoul, 6 km à 6,7%. Donc c'est long, c'est dur. On réenchaîne direct. Petite descente, 3 km à 6%. On redescend. Un autre col de troisième catégorie, 5 km à 5%. On redescend. On remonte. Là, la difficulté, la deuxième difficulté la plus dure de la journée, le Puy-Marie, le pas de Pérol. Donc lui, son sommet, il est situé à seulement 30 km de l'arrivée et la fin est très très difficile. Si le début est plus simple, c'est des faux plats montants et on compte la côte au total qui fait 7,7 km à 6%, les 2,2 derniers kilomètres sont à 9% de moyenne. Donc ça montre que la fin est vraiment très difficile. Ça peut attaquer pour des vrais grimpeurs à ce moment-là, surtout qu'après on plonge et on remonte directement. Donc là, il y a une descente qui est un petit peu longue et on remonte directement avec la difficulté principale de cette journée, qui est le col de Pertus. Col très irrégulier, qui fait 4,5 km à 8,3% de moyenne. On va souvent passer au-dessus de 10%. C'est très dur et surtout on aura déjà les jambes très lourdes à ce moment-là. Une descente. Donc là, le sommet pardon, est situé à 15 bandes de l'arrivée. Une descente, un col de troisième 4 qui est pas trop difficile, ça va. Le col de fond de serre, 3,5 km à 5% de moyenne. Et ensuite l'arrivée finale au Luran, qui sera tranquille, quoi. Franchement, plutôt plate. Même si je crois que le final se fait quand même sur une rampe qui monte, mais ça va être une étape franchement difficile, et je vois pas comment elle va échapper à un grimpeur et plus particulièrement à un coureur du classement général. Cette étape qui arrive au Luran, et franchement, elle est à louper sous aucun prétexte. Et donc je le disais, l'arrivée, c'est quand même une petite côte. Il y a un faux plat descendant avant l'arrivée, et l'arrivée c'est 500 mètres à 7,4%. Donc ça va être un sprint en montée si jamais il y a des coureurs à départager. Et franchement, ça va faire absolument mal. Il faut aussi noter quand même le placement de cette étape-ci, donc au lendemain d'une journée de repos, le 14 juillet, donc il y aura énormément de foule sur le bord de la route, il va faire encore très chaud, et surtout on enchaînera avec 2 étapes promises aux sprinters, puis une étape promise aux baroudeurs qui arrive à Belfort, avant un week-end très montagneux, mais ça veut dire qu'on aura 3 jours pour se reposer pour les coureurs du classement général, et j'ai le sentiment malgré tout que l'équipe UAE va cadenasser et va aller chercher cette victoire d'étape. Avec Pogacar, je pense, mais pourquoi pas avec Isaac Del Toro? Il a un profil qui convient parfaitement pardon, à cette course-ci, Isaac Del Toro. Donc franchement, je pense que l'équipe va imprimer un rythme d'enfer pendant toutes les montées et descentes. Et il peut y avoir des étapes, des écarts pardon, assez colossaux au classement général. Sinon, dans l'échappée, bah, il y a plein de coureurs qu'on aurait bien aimé voir, mais je pense qu'on les verra pas très longtemps parce qu'ils seront complètement repris par les classements, par les coureurs du classement général. Moi, sur cette étape-ci, j'attends quand même beaucoup de d'Isaac Del Toro, je le disais, c'est un profil qui lui convient parfaitement. Je pense qu'il sera difficile à battre et on verra ce qu'il est capable de faire. C'est une étape qui peut bien convenir, je pense aussi à Remco Evenepoel et Paul Sexas. C'est des profils qui leur vont bien. Ça monte, ça descend beaucoup. C'est plus type un peu Liège-Bastogne-Liège, mais en plus difficile. Donc franchement, des courses qui leur conviennent bien. Pogacar, évidemment, c'est son terrain parfait. On verra comment va réagir Vingegaard. Euh, il va peut-être souffrir quand même, hein, avec tout le punch qu'il y a. Je suis pas certain qu'ils puissent mettre un gros écart avec Remco, par exemple, ou Paul Sexas. J'ai plutôt le sentiment qu'il va finir avec eux et que Pogacar finira tout seul ou alors seul avec Isaac Del Toro. On verra comment vont se comporter Juan Ayuso et Schialmose. Schialmose, c'est un profil qui lui convient bien, mais il est moins fort que les autres. Et Juan Ayuso, eh ben, on verra comment il va tenir. Ça sera un très très gros test pour lui.
Et après, sinon, au niveau du classement général, j'attends de voir ce que va faire Florian Lipovic. C'est une étape qui convient mieux à Remco, donc on verra comment va se passer la hiérarchisation de la course entre les deux. Il y a eu des tensions, ça a l'air d'être revenu à peu près à un stade normal. On verra comment ça va se passer, mais il peut y avoir des gros écarts en classement général après cette étape-ci. On verra si Lenny Martinez décide de s'accrocher ou pas. Il y a quand même des points à faire pour la montagne. Et je pense que pour Lenny, c'est sur cette étape-ci qu'il faut choisir si on vise le classement général ou des victoires d'étape et les points. Parce que il y aura peut-être l'étape du Ballon d'Alsace qui arrive à Belfort où il pourra se laisser décrocher, mais sinon après, il y a un week-end là, l'arrivée au Markstein et l'arrivée au plateau de Solaison. Il y a peut-être une des deux qui viendra aux échappées. Il y aura beaucoup de points à chercher pour le classement de la montagne. Il faudra avoir pris sa décision avant ce moment-là. Il aura fallu avoir perdu du temps avant ce moment-là. Donc Lenny, je pense que tout se joue sur cette étape du Luran. Et après son classement, on verra son classement après cette étape-là. Et ça orientera très fortement la suite de son Tour de France, je pense. Donc voilà pour ces coureurs-là. Et sinon, je pense que même s'il y avait une échappée, ça serait que des purs grimpeurs lâchés. À la rigueur des Tom Pidcock. J'attends de voir ce que va faire aussi Tobias Saland Johannessen, qu'on a vu dans une bonne forme. Mais vous pouvez oublier les Pedersen et les Mathieu Van Der Poel, hein, très clairement sur cette étape-ci. J'ai hâte de voir aussi ce que va faire Richard Carapace. Voilà, petit aparté. Là, c'est une étape où il peut partir en échappée maintenant qu'il a perdu beaucoup de temps. Je suis quasiment sûr qu'il va le faire. On verra combien de temps il est capable de résister au peloton, mais si jamais ça finit en échappée, et bah c'est l'immense favori pour aller chercher la victoire finale. Étape du Luran, donc très sympa à suivre. Et le lendemain, étape moins sympa à suivre, malheureusement. Déjà parce qu'on part de Vichy, donc ça nous rappelle les années les plus sombres de la France. Petite blague, bien évidemment. Et on arrive à Nevers, donc là, c'est vraiment pas la joie. Et c'est pas la joie sur le terrain non plus, parce que on a 160 km plate, plat, pardon. Et il y a deux petites côtes de quatrième catégorie. Il va pas se passer grand-chose, hein, franchement, sur cette étape-ci. Il risque de faire encore chaud. Par contre, il peut peut-être y avoir de la pluie et des orages à surveiller. Là, pour l'instant, je m'enregistre dimanche. Cette étape est mercredi. On va pas présumer de la météo à ce moment-là, surtout pas d'orage. Mais attention, parce que s'il y a des orages, qu'il pleut, la route va être très 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 glissante et ça sera super dangereux dans l'arrivée à Nevers. Nevers, l'arrivée est toute droite, il y a quasiment aucun virage, donc ça c'est cool. Mais attention quand même, hein, s'il pleut, il faudra faire vraiment attention à pas tomber sur cette étape-là. Et à noter aussi que le sprint intermédiaire est situé à 5% sur Sioule au bout de 25 km. Donc il n'y aura pas d'échappée avant le sprint intermédiaire, assez probablement. Ou alors on les laissera partir et puis on jouera les points qu'il y a derrière. Enfin, on verra comment ça va se passer. Mais je pense qu'on va pas échapper à un sprint massif. Et vu la forme dans laquelle il est, je vois pas comment ça peut échapper pardon, à Tim Merlier. Très, très honnêtement. Donc voilà. On verra aussi, très important, franchement, sur cette étape-là, le score de Binyam Girmay, parce que Binyam Girmay et Tim Merlier vont reprendre des points à Mats Pedersen sur cette étape-ci, c'est sûr et certain. Ils vont pas en perdre au Luran, donc il y aura un gros rapproché au niveau du maillot vert à ce moment-là, et ça risque d'être très serré. Ça peut animer aussi l'étape d'après, dont on discutera dans un épisode suivant. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à bientôt pardon, pour un prochain épisode du Podcyclette. Salut!